Hey, il y a du monde. Excellent. Fait que cette présentation, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on va couvrir beaucoup de cas d'études. Ça va être une présentation assez brève du concept de sécurité physique, mais surtout une exposition de pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de commencer à s'y intéresser. Parce que jusque-là, moi, je suis le lead de la Red Team chez Infidem, Rémi Bacino. Enchanté. Le concept, c'est que souvent, on va s'occuper dans les TI, on va s'occuper juste de la sécurité informatique. On va s'occuper de la sécurité informatique, on va s'occuper de beaucoup de choses, mais pas du tout de tout ce qui touche au bâtiment. Avec tout le reste, bâtiment, la sécurité des accès, etc., ça va être l'équipe du bâtiment qui va s'en charger. On va complètement offloader tout. Nous, on s'occupe de nos affaires, eux, ils s'occupent des leurs, puis tout est beau. Malheureusement, il y a un problème avec cette approche-là, qui est que même si les équipes opérationnelles et les équipes informatiques sont tranquilles dans leur silo, puis tout va bien, le problème, c'est qu'il y a des vecteurs offensifs qui sont béants, qui permettent, avec très peu de frais, à n'importe qui de pouvoir rentrer, puis de pouvoir compromettre complètement la sécurité des données. Fait que ça concerne aussi l'IT, finalement. Donc, rapidement, à la base, je sais que la conférence était censée être en anglais. Je suis désolé de la confusion, parce qu'en fait, sur le site Hackfest, c'était marqué en anglais. Fait que finalement, je vais la faire en français. Fait que j'ai dû comme traduire ma présentation assez rapidement. Donc, si vous voyez un petit peu de franglais, désolé, ça va être un petit peu... Juste imaginez 2 secondes que je suis Sugar Sammy, puis ça devrait être correct. Fait que c'est ça. Rapidement, moi j'ai un background un petit peu varié parce qu'à la base j'ai commencé comme étant un programmeur bas niveau. Moi dans ma vie, depuis que j'avais 8 ans, je voulais faire des jeux vidéo. Fait que je m'étais spécialisé en programmation graphique. Puis finalement, quand j'ai commencé à travailler comme Code Monkey, je me suis aperçu que c'était peut-être pas exactement la chose que je voulais faire. Fait que je suis allé ensuite en sécurité informatique, puis en pentest, puis en red team. Et là, j'ai découvert la sécurité physique, puis surtout les gros problèmes qu'il y avait avec ça. Fait que là, ça fait à peu près une demi-douzaine, proche d'une dizaine de tests d'intrusion physique qu'on fait, que j'ai fait pour à plusieurs compagnies différentes. Et les résultats sont quand même sensiblement toujours les mêmes. Fait que c'est aussi la raison pour laquelle je viens. Donc, on va commencer par définir rapidement c'est quoi la sécurité physique. Bon, je sais que les mimes, vous allez en voir beaucoup de mimes, hein, ça vous étonnez pas. Je sais que la sécurité physique à la base, c'est considéré comme quelque chose de très low tech, low level. Le pauvre garde de sécurité généralement est assez mal regardé dans une entreprise. Concrètement, euh, actuellement, le concept de sécurité physique, si on demande à n'importe qui est dans une équipe opérationnelle ou qui est dans une entreprise qui a une équipe opérationnelle, comme une usine ou un groupe de médias, n'importe quoi, ça va être... Hop là. Ouais. Ça va être que la sécurité physique, c'est le focus, c'est de s'occuper des personnes, c'est de la sécurité des personnes. Donc, on va s'assurer que on est bien compliant à tout ce qui est risque anti-feu, on va s'assurer que les machines-outils qui produisent dans l'usine ne vont pas tuer les ouvriers pendant que la production se fait. On va s'assurer que toutes les installations du bâtiment soit correcte pour que la production se fasse le plus efficacement possible. On va s'assurer aussi de restreindre les accès, mais de manière assez basique. Et c'est principalement ça, en fait, en règle générale. De ce qu'on observe sur le terrain, quand on parle aux équipes de TI, ouais, la sécurité physique, ouais, c'est les gars du bâtiment qui sont en charge, c'est pas nous. Ouais. C'est quelque chose d'ennuyeux. C'est comme l'électricité, c'est la plomberie, c'est le genre de choses qui sont inévitables quand on est dans une grande entreprise, mais euh, hein. Mais le problème, c'est que rarement ça s'occupe des intrusions physiques, du côté offensif de la chose. Et on a très très peu, quand on parle à des équipes de sécurité opérationnelle, on a très très peu un mindset offensif
qui est pris en compte. On voit très clairement que on va avoir des règles à respecter, surtout beaucoup de normes de sécurité à respecter dans le bâtiment, mais très très peu basées sur la conception que quelqu'un pourrait acheter un petit bidule à 300$, puis rentrer dans votre entreprise, voler des laptops, ressortir, récupérer les données, parce que la plupart du temps, les laptops sont pas chiffrés ou les workstations sont pas chiffrés. Puis, juste, voilà, sécurité compromise, les données sont volées. Si jamais cette entreprise-là, elle est dépendante de brevets ou de propriété intellectuelle, c'est fini. Fait que, les concepts clés, rapidement, passer à travers ça, c'est pour tous ceux qui sont de près ou de loin en sécurité physique, c'est quelque chose qui est très, très connu déjà. Là, c'est le concept de différents types de contrôles. On a les contrôles dissuasifs, retardants, détection, situation, puis les équipes de réponse aux incidents. Donc, contrairement à certaines idées reçues, les portes, tout ce qui est les systèmes qui bloquent les portes, qui empêchent des accès à certaines zones, c'est plus des contrôles retardants, ce qu'on appelle des contrôles retardants et non pas des blocages, parce que à la base, même si vous verrouillez votre porte tous les soirs et que vous pensez que vous êtes en sécurité, là, il y a beaucoup de chances que le verrou que vous utilisez pour votre porte a déjà des contres exprès pour pouvoir le crocheter, que quelqu'un peut rentrer simplement en cassant votre porte ou en cassant une fenêtre à un autre endroit. Fait que le concept de gestion des accès doit être vu toujours à travers ce prisme-là, parce que un simple système RFID, c'est un contrôle retardant et non pas bloquant. Je sais que c'est malheureusement quelque chose qui est très très peu répandu en entreprise, parce que souvent on entend quand on fait des pen tests ou quand on fait des tests d'intrusion physique dans des compagnies, on entend souvent ce genre de réflexion, c'est on a des portes RFID, donc on est correct. C'est bon. Ok. Mais non. Donc, premier cas d'étude. En fait, ces histoires de cas d'étude, ça va être essentiellement un amalgame de plusieurs situations réelles qu'on a eues dans les 2-3 dernières années dans des tests d'intrusion physique anonymisés, puis justement un peu amalgamés de manière à ce que ça ne soit pas possible de découvrir exactement la situation réelle. Mais le premier cas intéressant, c'est le cas d'une entreprise essentiellement dont les données sont la principale ressource. Donc ils font, comme beaucoup d'entreprises, mais eux, ils sont spécialisés en propriété intellectuelle. Fait qu'ils vont faire de la recherche et développement et c'est leur truc principal, c'est de vendre de la propriété intellectuelle. Fait que des intrusions qui pourraient permettre à du monde éventuellement de voler leur propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui devrait les atteindre vraiment. Ou pas. En fait, comme on avait vu à la suite de ce mandat-là, finalement, le risque était accepté. Donc, ok. On pouvait rentrer sans le moindre problème, mais le risque était accepté. Donc, présentation de la situation, la compagnie, concrètement, est dans une tour à bureaux, avec plusieurs autres bureaux à différents étages, mais elle possède plusieurs bureaux sur quelques étages. Elle a une réception principale à un étage particulier, où normalement les gens sont redirigés. Si on est un visiteur, on va être redirigé à un étage où on va entrer, on va avoir une personne qui va nous accueillir, généralement à la réception, puis on va nous donner un badge temporaire, où on va nous dire, bon, ouais, on va appeler quelqu'un, puis quelqu'un va venir pour vous escorter, etc. Tout va bien. Bureau de réception. Les portes sont toutes les portes extérieures, puis même les portes de serveurs à l'intérieur sont verrouillées par un système qui est surveillé par du RFID. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ils sont modernes, il y a du RFID. Tout va bien. Le problème, c'est que c'est des systèmes qui sont désuets, qui existent depuis au moins 10 ans, comme les HID Proxcard, les Indala qui ont été rachetés par HID, qui sont essentiellement des systèmes low frequency, dont le seul but, c'est essentiellement de transférer des bits de données dès qu'ils sont stimulés par un champ magnétique.
Fait que si on a une carte ProxCard, essentiellement, je devrais en avoir une quelque part ici. Ah. Ou pas. Fait qu'essentiellement, si on a une carte ProxCard, on la passe devant le lecteur émet un champ magnétique, ça stimule électriquement la carte qui va envoyer un certain nombre de 1 et de 0 au lecteur qui va intercepter l'émission, puis en fonction du code qui va être reçu, va dire oui ou non. C'est aussi simple que ça. C'est censé fonctionner, mais en fait, ça pose quelques problèmes. Alors déjà, le premier problème qu'on avait remarqué, c'est que chaque entrée était protégée par du RFID avec un code PIN. Et que ça avait l'air quand même assez intéressant jusqu'au moment où, en installant des caméras, comme vous pouvez voir ici, des caméras grand angle, on voyait que le monde qui rentrait, de temps en temps, ne badgeait pas, mais rentrait un PIN. Puis ils avaient juste besoin de rentrer un PIN, puis ça ouvrait. Fait que, juste en repositionnant la caméra, on s'est aperçu que c'était toujours le même PIN. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez bête, mais tout de suite, ça fait qu'on peut rentrer à peu près n'importe quand avec ce pin-là. Puis, pour le coup d'une caméra qu'on va placer sur un mur, qu'on va placer à un endroit où les gens vont pas le voir. Là, ici, c'est une caméra qui était essentiellement, c'est un petit truc, quelque chose comme $150. Ça peut même s'acheter ici à Montréal. Il y a même une boutique physique qui vend ça. C'est une caméra qui est intégrée dans une sorte de fausse prise murale. Enfin, qu'il suffit juste de coller la prise murale, la fausse prise contre un mur. Puis dans un endroit où ça a l'air à peu près logique d'avoir une prise murale, évidemment, parce que si vous avez Enfin bon, bref. Fait que ça, pour à peu près un $150, puis avec juste un petit peu de talent d'électronique, c'est aussi possible de juste acheter sur Internet, sur Adafruit ou SparkFun ou n'importe quoi, juste des petits composants très très cheap, et puis monter une propre petite caméra 1080p, là, ça coûte encore moins cher. Mais si vous voulez avoir l'option Rolls-Royce, ça, c'est $150. Puis avec ça, vous récupérez ce pin-là, vous rentrez quand vous voulez, puis vous faites ce que vous voulez, concrètement. Deuxième problème, ils avaient du RFID, ProxGuard. Fait que, normalement, j'étais censé vous faire une démo avec ça. Ça, c'est un lecteur RFID, HID, en fait, justement spécifique pour les ProxGuard, low frequency. Le problème, c'est que les dieux de la démo n'ont pas été favorables avec moi aujourd'hui. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est vous parler du processus plutôt et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le concept, c'est vous allez avoir un lecteur RFID. Les gens arrivent, passent leur carte. La carte est stimulée, elle envoie ses données, les données sont validées, tout est beau. Le problème, c'est que si n'importe qui stimule la carte ne va pas réfléchir. Elle va juste envoyer ses données. Fait que pour à peu près, maintenant on les trouve à peu près $300. C'est quand même relativement cher pour n'importe qui, mais dans le cadre d'une attaque corporative, on peut s'entendre que ça se fait assez bien. C'est un lecteur de garage, en fait, de stationnement. Fait que dans les stationnements souterrains, généralement, quand vous avez une carte pour sortir, ça va être ce genre de machin-là qui va vous attendre à la sortie pour que vous n'ayez pas à vous coller directement contre. Parce qu'il a une portée assez grande. En fait, il a une portée d'environ ça, là. C'est genre autour de entre 50 cm et 1 mètre, en fonction du voltage qu'on lui envoie. Et ça, on peut en acheter à peu près n'importe où sur Internet. Ça se vend très très bien, surtout depuis les attaques qui ont été publiées pour ça. Donc, on le démonte. On met juste les câbles qu'il faut pour pouvoir l'alimenter à une batterie externe, rouge et noir, puis sortir les données 1 et 0 qui sont lues par le lecteur. On connecte ça à un Raspberry Pi directement avec les ports GPIO. On embarque ça avec une batterie portative connectée directement à la fois au lecteur pour le voltage élevé, puis en USB pour le Raspberry Pi. Puis on met tout ça, on tape tout ça très très bien parce que
On désactive aussi le son parce que le problème c'est que ça a tendance à biper au début. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis retrouvé dans un Tim Hortons. La première fois que j'ai testé ça, c'était avec un lecteur Indala. Je m'étais retrouvé dans un Tim Hortons, dans une file à midi, alors que les employés étaient tous en train d'aller à ce Tim Hortons pour commander. Puis moi, j'ai espéré pouvoir récupérer des numéros de cartes dans la file. Le problème, c'est que ça commençait à biper de partout, tout le temps. Fait à un moment donné, quand ça commençait à faire bip, 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 les gens se retournaient. J'avais l'air d'un terroriste. En plus, je suis obligé d'aller dans les toilettes du Tim Hortons pour débugger le truc parce que ça faisait vraiment non, c'était non plus jamais. Ça, c'est un système beaucoup plus safe où on désactive, on va désactiver directement le buzzer. On met ça avec un Raspberry Pi. Raspberry Pi, c'est stable, c'est solide. C'est pas le truc le plus optimisé qui existe, mais au moins c'est facile à mettre en place. On tape tout ça très fort, on met ça dans un sac à dos, on se balade, puis à chaque fois qu'il va y avoir une carte d'employé qui va passer à moins d'un mètre, à moins de 50 centimètres, ça se fait dans le sac à dos. On va récolter les données. Et le truc le plus beau, c'est qu'avec le petit projet WeGotcha, je vais mettre le lien à la fin de la présentation. Le projet WeGotcha, c'est des gars qui se sont amusés justement à créer en fait une distribution, à modifier la distribution Raspbian simplement pour setuper un point d'accès Wi-Fi rapide sur un Raspberry Pi 3. Puis suffit juste de l'installer, le lancer. Au démarrage du Pi, on a directement un point d'accès Wi-Fi, WeGotcha. On se connecte dessus. Puis, avec notre cellulaire, on a directement une page web avec la liste des creds qu'on est en train de pogner en même temps qu'on se déplace. Non seulement on peut avoir l'air complètement anodin, mais c'est rendu là, c'est comme pêcher à la nasse. C'est plus marrant. Problème numéro 3, c'est qu'une fois qu'on a pu bypasser les entrées, on s'est aperçu très très vite que dedans, les laptops n'étaient pas chiffrés. Et qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est essentiellement, on a récupéré un ou deux laptops, on est sorti avec. Puis au café du coin, on s'est aperçu que, en fait, ils n'étaient pas chiffrés. Avec un petit outil nommé Conboot, certains vont connaître, c'est quand même, ça fait déjà un certain nombre d'années que ça existe. On peut bypasser complètement l'authentification, le processus d'authentification locale de Windows jusqu'à Windows 10 les plus récents. C'est continuellement mis à jour. Et macOS également. Donc pour tous ceux qui auraient des réseaux macOS et qui feraient un petit peu les frais en disant ah, j'ai macOS. Non. Non, vous n'êtes pas protégé. Vraiment, la seule protection contre ça, ce serait le chiffrage à la limite. C'est encore la dernière chose qui est plus ou moins encore incassable. C'est un bon chiffrage solide. D'ailleurs, pour ça, j'avais fait une démonstration, une petite démonstration, j'avais fait une petite vidéo. Je vais essayer de la passer. Hop. C'est une démonstration juste pour montrer à quel point c'est facile. Voilà. Alors ça, c'est le laptop de ma blonde. Donc, le concept, c'est que en fait, elle a un ordinateur Windows avec mot de passe, mais son disque dur n'est pas chiffré, comme dans certains cas. Donc là, ok, on voit correctement, c'est bon. Donc là, le processus de démarrage est normal. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour pas trop prendre de temps. Donc Windows Boot. Voilà, on arrive à l'écran de login, on écrit n'importe quoi, ça marche pas. Il y a un mot de passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut redémarrer, puis mettre essentiellement cette image USB en fait sur une clé USB, puis booter dessus directement au redémarrage. Et dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va wiper complètement du cache mémoire les mots de passe directement dans Windows. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça fait sous macOS. Le concept étant que ça va le remplacer, ça va faire en sorte qu'on puisse entrer n'importe quel mot de passe pour booter.
sur tous les comptes locaux, y compris administrateurs. Donc, si un compte administrateur local est actif, on peut booter dessus, puis on a une élévation de privilège directe. Donc là, je vais passer ça. On est en train de booter pareil, normal. Puis là, pareil, là j'entre test essentiellement, hein, ce qui n'est pas son vrai mot de passe, juste pour dire. Puis, plus de mot de passe. Fini. À partir de là, on peut se loguer, on peut faire n'importe quoi. On peut, si jamais l'utilisateur a des privilèges administrateurs directement, on peut faire une élévation de privilèges tout de suite. Si jamais c'était un compte administrateur, on est déjà administrateur. Il n'y a rien qu'on puisse pas faire. Donc ça peut être aussi avantageux pour pouvoir planter un mouchard et ensuite le remettre et avoir une persistance dans le réseau plus tard, dans le domaine surtout. Et évidemment, c'est le point d'après. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a installé un mouchard sur un ordi de sysadmin avec une persistance prévue pour le lendemain matin. On avait bien retesté tout ça, puis on a replacé on a conbooté la machine, on a mis cette persistance, on est parti se coucher. Le lendemain matin, on avait un agent qui était dedans avec des privilèges locaux et aussi un accès au compte de sysadmin qui était domaine admin. Bon. Et ça, là, c'est essentiellement avec l'équivalent de $300 de matériel. Pas grand-chose, juste une journée et demie, essentiellement, pour faire une élévation de privilège dans une compagnie qui, essentiellement, avait ce qu'on appelle des protections standards. C'est-à-dire qu'au niveau réseau, ils étaient assez corrects. Ils n'avaient pas non plus énormément de protection, tout ce qui est surveillance des endpoints, surveillance du réseau, journalisation, tout ça, effectivement. Mais ça, c'est aucun problème qui puisse pas être bypassé par d'autres méthodes, mais cette fois-ci réseau. Au niveau physique, ils étaient considérés comme standards, justement. C'est-à-dire qu'ils avaient un bureau, ils avaient des portes avec accès, ils avaient quelques protocoles de sécurité qui essentiellement, s'il y a du monde qui n'a pas l'air de faire partie de ton entreprise, ben, pose-leur une question. Fait que, en rétrospective, pour ce cas d'étude-là, le problème, c'est quand on a ce genre de procédure-là, on se rend pas compte aussi à quel point certaines kill chains sont vraiment faciles et cheap à mettre en place. Puis quand le core vraiment de la business, c'est la propriété intellectuelle des données, ça peut tuer toute la business en très 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 peu de temps. D'ailleurs, ça c'est pour la petite anecdote, quelque chose comme 2-3 mois après qu'on ait fait ce test d'intrusion-là, puis qu'on leur ait donné nos résultats, il y a eu quelqu'un qui est vraiment rentré et qui a volé des laptops et qui est parti avec. Je dis tout de suite, c'est pas nous. S'il y a quelqu'un dans la salle qui en sait quelque chose, c'est pas nous. Mais ça peut arriver, ça arrive très fréquemment. Il y avait aussi quelque chose avec cette compagnie, c'est qu'il n'y avait pas de surveillance après les heures de bureau. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, mon but avec cette présentation, c'est pas de présenter un exemple de bon plan de sécurité physique. Mais le problème, c'est que si jamais on se fie juste sur la sécurité d'un seul gadget technologique essentiellement, et qu'on fait même pas, on n'a même pas de garde de sécurité, on n'a même pas de procédure par rapport aux accès aux gens qui doivent faire partie de la compagnie physiquement, on va avoir ce genre de problème. Parce que si on est capable de bypasser l'entrée, il suffit juste de le faire à un moment où les gens ne peuvent pas nous voir ou que les gens sont juste trop fatigués pour s'en occuper. Et les dommages sont faits. Ah, et puis, ouais, effectivement, vous pourrez penser que cette histoire de con-boot, là, ça marche parce que c'est l'ordi de ma blonde, mais non. Ça arrive vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Juste je pense que dans les 3 derniers pentests qu'on a fait, ça a été juste la manière la plus rapide d'arriver derrière.
Ok, fait que deuxième cas d'étude, c'est une compagnie qui a misé encore plus sur la technologie. Fait que ils n'ont pas juste des lecteurs RFID standards, normaux comme un HID, Proxcard, etc. Non, ils ont du biométrique. Le biométrique, c'est l'avenir, right? Vous êtes censé me répondre là. Bon, je suis déçu. Fait que non, en fait, parce que le problème, c'est que ils avaient une salle de serveur sécurisée. Ils avaient une salle de serveur, mais qui était sécurisée. Il n'y avait pas de vitre. Il y avait juste un grand mur avec une porte. C'était banalisé. C'était un endroit où absolument personne pouvait se douter qu'il y avait une salle de serveur. La porte était assez solide, protégée par un lecteur biométrique qui demandait 3 facteurs d'authentification. Une carte, Vigant, c'est important. Euh, une empreinte digitale, puis un PIN. Seulement si on avait ces 3-là, on pouvait rentrer, puis rentrer dans la salle serveur. Voilà, alors le problème numéro 1, c'est que c'était ce lecteur-là. Littéralement ce lecteur-là. Ce lecteur-là, il est très connu parce qu'il y a eu une présentation en 2013. Je crois que je sais pas si c'était la DEF CON ou au Black Hat. C'est le HID BioClass RWBLK 575, je crois. C'est un lecteur qui est très connu pour avoir une vulnérabilité spécifique qui est que les 3 facteurs d'authentification dont je viens de vous parler, là, en fait, ils peuvent être réduits à 1. Parce que sur leur site, ils le mettent même officiellement. C'est plus sécure, ce système-là est plus sécure parce qu'il stocke les informations de fingerprints et de PIN sur la carte directement. Voilà. Je vais vous laisser digérer ça 2 secondes. Sur la carte, qui en plus, elle, contient juste des informations vegans. Donc, exactement comme une carte Proxcard qui peut être lue n'importe comment. Donc, l'attaque est un petit peu plus avancée dans le sens où ce qu'il faut, c'est essentiellement avoir il faut acheter un lecteur similaire parce que c'est un lecteur qui peut faire également enregistrement d'empreintes et de PIN. Mais si on trouve ça sur Internet, moi j'en ai trouvé un, en fait celui-là, j'en ai trouvé un sur eBay, c'était sur eBay, mais il était quand même assez cher, il était autour de $1000. Donc l'attaque est un petit peu plus difficile à faire. Mais le concept, c'est que avec ce lecteur-là, si jamais on arrive à le démarrer et à le mettre en mode administrateur pour pouvoir enrôler des cartes, on peut enrôler sa propre carte, mettre son empreinte, mettre son PIN, ça va être stocké sur cette carte-là. Et la seule chose que ce lecteur-là va checker, c'est si votre empreinte est la même que celle qui est storée sur votre carte. C'est très sécure. Ouais. En fait, le seul vrai vecteur d'attaque avec ça, c'est d'en acheter un similaire, d'enrôler sa propre carte. Là, ça devient un petit peu plus tricky. Il faut pouvoir accéder au lecteur sur place. Il faut pouvoir le démonter en s'assurant qu'il n'y ait pas un mécanisme d'anti-tamper. Ça peut être mis en place, mais si jamais il y en a un, ça peut aussi être bypassé. Donc, il y a quand même toujours des solutions. Puis d'insérer une Blakey ou ESP key, en fait, ce genre de petit machin qui va se greffer directement sur les câbles 1 et 0 du protocole Vigant, donc pour juste lire les données des cartes qui transitent et qui vont ensuite, par exemple dans le cas de la Blakey, Bluetooth Low Energy, qui vont permettre de vous transmettre ça ensuite par Bluetooth. Fait que dans le fond, on insère ça on insère une Blakey dans le lecteur. On attend qu'il y ait des administrateurs qui passent, qui ont accès à cette salle-là. Ça lit leurs données de carte directement. Une journée après, on revient, on enlève ça. Et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer notre propre carte avec les bonnes informations Vigant, notre empreinte, notre PIN. On revient et ça marche. Et ça, c'est pour à peu près $1000. Le seul truc un petit peu tricky dans cette attaque, c'est qu'il faut pouvoir avoir des accès assez faciles à ce truc-là. Puis il faut pouvoir le démonter, le remonter.
On a testé sur le terrain, ça prend à peu près 2 minutes. Donc il faut pouvoir avoir 2 minutes libres à un moment donné pour le démonter, 2 minutes libres à un autre moment donné pour à nouveau enlever le truc, puis on est correct. Alors il se trouvait qu'en fait, comme c'était banalisé, l'entrée de cette salle serveur était banalisée, elle se trouvait à un endroit qui était absolument pas visible, mais qui était très accessible. Il n'y avait pas besoin de clé pour pouvoir y accéder. C'était quelque chose qui était assez simple parce que c'était le seul endroit où il y avait un lecteur biométrique. Bon, fait que c'était banalisé, mais pas complètement. Donc finalement, ça revient à ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est un lecteur qui fait du 1 facteur finalement. Mais c'est bien, on se sent en sécurité au moins comme ça. Voilà. Alors, le deuxième autre problème, c'est que tout ça, c'est bien beau. Là, je vous ai parlé une technique un petit peu plus avancée, mais quand même très connue, très ancienne, là déjà, 2013, ça commence à faire un peu vieux. Mais on n'est pas obligé de jouer avec tout ça. On peut complètement aussi bypasser ça, puis y aller directement avec quelque chose comme par exemple euh, ben, mon collègue Phil, par exemple, que je vais afficher en grand, glorieusement, pour votre bénéfice, apprécié. Donc voilà, ça ici, c'est un exemple de salle de serveur, une autre salle de serveur avec, alors cette fois-ci, c'est juste 2 facteurs, c'est juste un pin plus une carte. Voilà, la porte est très sécure. Il va utiliser ce qu'on appelle un underdoor, c'est-à-dire un petit machin en métal, essentiellement, qu'on va juste remonter de l'autre côté de la porte pour aller agripper la poignée de la porte de l'autre côté. Et que souvent, les portes sont bloquées à l'extérieur, mais les gens qui sont à l'intérieur peuvent sortir simplement en pressant sur la porte. Voilà. Fait que c'est ça. Donc là, c'est aussi simple que ça. On a juste besoin. Alors, je vais vous montrer la vue de l'intérieur maintenant. Comme ça, que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne au niveau du concept. C'est la même séquence, mais vue de l'intérieur. Voilà. En fait, le concept, c'est avec le câble et la structure en métal, c'est d'aller donner juste un petit peu de tension sur la poignée. Voilà, pour pouvoir l'ouvrir. Sécure. Et si jamais on a vraiment envie encore moins de s'embêter, on va... Alors là, je vais réactiver le son. Je vais vous montrer une petite vidéo intéressante qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui connaissent Lockpicking Lawyer, c'est une vidéo de Lockpicking Lawyer avec essentiellement un autre grand de la sécurité physique, Deviant Ollam. And I'm back at the Red Team Alliance training facility with Deviant Olaf, and this is the last of our video series showing ways to bypass this door, as well as ways là aussi on va voir une porte qui est très sécure en fait, qui a une certaine forme de sécurité en tout cas, c'est juste un pin physique sécure. Le seul problème c'est que les gonds sont apparents. Et ça, notez que cette vidéo YouTube là, c'est juste une vidéo de démonstration de un de leurs nouveaux produits en fait, essentiellement. C'est juste un petit machin qui va donner suffisamment de torque pour pouvoir faire ce qu'il va vous montrer. In 3, 2, 1. That was way too easy. Yeah. 1, 2, down the door. Once those hinge pins are all removed, unless you have a special security hinge, you can just walk this right away from the wall. Vous pouvez pas entrer d'un côté de la porte, vous pouvez entrer par l'autre côté de la porte. Outstanding. So how does someone harden their... Mais ça, c'est le genre de considérations qui sont très rarement prises en compte. C'est
Par exemple, on va avoir une nouvelle installation. On va avoir une nouvelle installation, une entreprise, mettons, qui déménage. Ils déménagent dans un nouveau locaux, nouveau bâtiment. Bon, ok, on va installer toutes les portes. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si jamais on a une entreprise qui s'y connaît pas trop, ça va être, ok, il faut qu'on prenne des verrous. Ok, on va mettre des verrous. On va mettre des verrous. On met des verrous. Super. Le problème, c'est que les verrous sont standards. Ils sont pinés de manière standard. C'est-à-dire qu'ils vont avoir exactement le code d'entrée de base pour une clé à Tumblr classique. Donc, il suffirait juste d'acheter le set de clés qui va avec sur Amazon pour pouvoir entrer. Non, quand on fait une installation, il faut faire attention à justement changer le code de chacune de ces portes, de chacun de ces verrous, parce que si vous faites juste que l'acheter de base, vous allez avoir aussi le code de base qui peut être complètement bypassable. Faire attention à des petits détails comme justement avoir des gonds externes qu'on peut enlever facilement. Ce genre de petits détails aussi avoir une protection pour pouvoir éviter de pouvoir accéder directement à la poignée de l'autre côté, comme j'avais montré là. C'est vraiment des trucs qui sont rarement pris en compte et qui peuvent complètement ruiner la sécurité des données d'une entreprise en très très peu de temps. Puis c'est ça le problème, c'est qu'il y a besoin d'une politique coordonnée. Parce que toujours ce qu'on voit, c'est on a l'IT d'un côté, puis on a l'OT de l'autre. Et OT, c'est vraiment, on parle d'OT généralement que dans des grosses industries de production, des usines, ce genre de choses. La plupart du temps, OT, pour toutes les compagnies de taille assez moyenne ou des compagnies qui sont principalement IT, ça va être juste les gars du bâtiment. Et les gars du bâtiment, ils font pas ça. Troisième cas d'étude. Ok. Donc là, on a une compagnie qui fait un peu mieux que tout ce qu'on a montré jusque-là. C'est-à-dire qu'ils ne se fient pas simplement aux gadgets technologiques. Ils ont aussi une équipe de garde de sécurité. Ils ont en fait une compagnie de tierce partie qui s'occupe de leur sécurité, qui ont du monde avec un bureau de réception. Ils ont des tourniquets à l'entrée pour empêcher le monde d'entrer sans avoir une autorisation fiable. Ils ont du monde qui patrouille assez régulièrement. Ils ont du monde qui patrouille le soir aussi. Ils ont un périmètre de sécurité. Ok. Ils ont un périmètre de sécurité externe. Ils ont un périmètre interne. C'est quelque chose qui est quand même assez costaud. Voilà. Le problème, c'est que là aussi, il faut faire très attention au processus et comment ils peuvent être abusés. Parce que ça peut être très possible, comme par exemple ici. Là, c'est en fait essentiellement moi déguisé en personnel de nettoyage qui me fait tenir la porte, tout simplement. Je me fais tenir une des portes par un employé qui s'en allait, puis c'est à peu près autour de 18h, 19h. Fait que il y avait déjà très peu de monde, puis je rentre, je fais les poubelles et en même temps je récupère un laptop. Voilà. Autre type d'attaque, essentiellement, c'est se faire passer pour un technicien. Ça marche très très bien. On arrive comme un vendredi, donc il y a une situation assez d'urgence. On dit qu'il y a un bris réseau. Il y a quelque chose dans la salle des serveurs qui tourne pas rond. On n'est pas forcément obligé que ça fasse complètement du sens, mais suffisamment pour que le monde achète votre histoire. Fait que juste essentiellement arriver avec quelque chose qui fasse vaguement technicien. Dans ce cas-là, c'était juste un t-shirt Bell, essentiellement, un truc qu'on peut acheter au marché aux puces pour $15. C'est $15 en plus. C'est juste l'impression. On donne une clé USB avec le logo de Bell dessus, puis la personne te regarde rapidement, genre, ok, bah, imprimé sur un t-shirt, puis c'est bon. Ça, là, c'était justement une entreprise avec justement ça, tourniquet, etc. Puis juste le fait de se présenter en technicien belge, j'arrivais, puis la personne me regarde, une compagnie de sécurité tierce me regarde, puis me dit ah oui, ok, vous venez pour le 13e étage? Ouais. Sure, why not? Fait qu'il me tend une paire de clés, essentiellement, directement. Il me fait passer, puis ok, je me retrouve dedans. Bon.
Fait que je vais au 13e étage, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment juste la connexion, l'aération, etc. J'ai pas accès à la salle des serveurs. Fait que je redescends, puis je lui dis, mais en fait, le problème, c'est parce qu'il y a un bris à la salle des serveurs, etc. Et je présente un bon de travail. Bon, c'est certainement pas pour ceux qui travaillent chez TELUS, c'est certainement pas à ça que ça ressemble un bon de travail chez TELUS, mais on s'en fout, parce que le but, c'est que ça ait l'air vaguement corporatif et que les gens achètent ça, je veux dire. Et ça, là, ça a passé très très bien. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met aussi un numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone de quelqu'un de votre équipe. Des fois qu'ils décident d'appeler la personne directement et qu'ils n'aient pas le processus de se dire, OK, votre contact, c'est telle personne, fait qu'on va appeler telle personne en se basant sur les informations de notre registre. Bon. Dans ce cas-là, ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par appeler la personne avec leurs informations. Fait que le numéro de téléphone ne marchait pas, ça ne va à rien. Ils sont tombés sur une personne qui ne me connaissait pas. Ils ont demandé s'ils avaient commandé un technicien. Ils ont dit non. OK. Fait que là, on a juste l'air un petit peu nigo devant la personne parce que le contact qu'on a mis ne nous connaissait pas. Mais c'est pas grave, plus c'est gros, plus ça passe. Il suffit juste de dire je comprends pas, pourtant ce qui était marqué là, je veux dire, moi j'en sais rien, hein. Je sais juste que c'est urgent puis que si c'est la fin de semaine qui arrive puis il faut absolument qu'on le règle, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Mais j'ai pas le même numéro de téléphone sur mon bon de commande. Si vous voulez essayer, on m'a donné aussi un autre numéro de téléphone, je pense que c'est son boss. Fait que finalement, ils ont pris mon mauvais numéro de téléphone, ils ont appelé quelqu'un de mon équipe qui les a bullshité complètement. Et c'est passé. Accès à la salle des serveurs. Rétrospective de ça, c'est vraiment le point important. C'est aussi quelque chose qu'on a appris sur le champ, c'était que les codes d'appel sont vraiment très importants. Si vous avez un incident, vous avez une équipe de réponse incident ou même une compagnie tierce partie qui a besoin de savoir exactement comment réagir dans certaines situations, utilisez des codes d'appel parce que ça, c'est peut-être de la sécurité par obscurité, mais au moins c'est une couche de plus dans les processus qui font que l'attaquant, il va devoir faire encore plus de travail de reconnaissance pour essayer de connaître les codes d'appel spécifiques pour des situations. Ça fait que si jamais vous avez quelqu'un qui, mettons, un bureau de sécurité qui appelle un numéro de quelqu'un de votre équipe et qui lui demande directement OK, votre code d'appel, c'est quoi pour cette situation d'urgence? Vous pouvez rien faire. À moins, évidemment, d'avoir recherché beaucoup plus en profondeur. Mais là encore, le but, c'est, comme je le mets ici, c'est on ne pourra jamais être parfait en sécurité. Mais le but, c'est toujours d'être quand même le mieux possible pour décourager le monde. Est-ce que finalement, les efforts que les gens vont faire pour pouvoir vous voler vont valoir la peine que Valve vaut donner à vous, essentiellement? Donc oui, un autre exemple intéressant, c'est souvent la conception qu'on a en particulièrement en cyber, c'est qu'une attaque, c'est quelque chose de très très complexe, qu'il faut absolument beaucoup de temps de préparation, il faut énormément de matériel, il faut penser à différents types de problèmes qui peuvent arriver, de détection, il faut bien obfusquer nos payloads, il faut faire attention au CrowdStrike qui va être installé sur le endpoint, etc. etc. Ouais, en vrai, la plupart du temps, la solution, c'est celle de droite. Vous avez un laptop chiffré, cassez la gueule au gars qui a le laptop, puis vous allez voir que vous allez avoir le mot de passe assez vite. C'est ça. Pour terminer là-dessus, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Moi, le but ici, pour lequel je venais, c'était essentiellement d'essayer de donner un petit peu de visibilité sur ce genre de problème. Parce qu'on a beaucoup d'intrusions physiques qui marchent. En fait, à date, je me suis fait juste pogner une fois par la police. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, je me suis quand même encore jamais fait emprisonner, donc c'est correct. Je sais qu'il y a aussi du monde qui s'est déjà fait taser, donc je veux dire, c'est quelque chose qui existe, clairement. Il peut y avoir des problèmes. Une fois aussi, on avait eu potentiellement un mandat pour une compagnie d'énergie
où ça prenait un niveau de sécurité NATO pour faire une intrusion. Les gardes étaient armés, etc. Faut y aller doucement. Faut y aller doucement avec ce genre de truc là, parce que voilà, c'est ça. Surtout quand c'est aux États-Unis. Fait que c'est ça. Souvent, les intrusions physiques sont quand même quelque chose de plus simple, plus cheap, plus facile à mettre en œuvre pour pouvoir voler les données. Puis surtout, les contrôles de sécurité physique, c'est quand on parle souvent les problèmes qu'on a en cyber, c'est les mises à jour. On va avoir un NT4 qui va être traîné sur le réseau, on va avoir un Windows 7 qui n'est pas patché, on va avoir même un Windows 10 qui n'est pas patché. On va avoir beaucoup de problèmes de mise à jour, mais pas autant qu'en sécurité physique. Sécurité physique, on parle de systèmes qui datent d'il y a 20 ans, qui n'ont jamais été mis à jour, qui sont encore en support étendu par la compagnie qui les fait parce que tout le monde s'en fout. Je veux dire, il y a déjà des vulnérabilités qui ont été publiées pour ça, mais en même temps, c'est des intrusions physiques. Il n'y a que James Bond qui fait ça. Je veux dire, c'est pas. Autre point, c'est intégrer les équipes. Je sais que en fonction de la culture d'entreprise, il peut y avoir des problèmes par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi en fonction des compagnies de leur dire quoi faire selon un seul modèle. Par exemple, on a une compagnie, la fameuse compagnie qui faisait juste de la recherche et développement et dont le core business, c'était la propriété intellectuelle, c'était essentiellement des programmeurs. Les programmeurs, déjà, de base, c'est gentil. Fait que les programmeurs, si tu as besoin de quelque chose, ils te le font. S'il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de solution. Si jamais ils sont constamment en train de collaborer, fait que quand généralement tu leur demandes de te tenir une porte, ils te la tiennent. Fait que, est-ce que tu veux complètement changer la culture d'entreprise pour que ta core business, qui est fondée de programmeurs, devienne complètement paranoïaque et que tes programmeurs arrêtent de se comporter comme des programmeurs? C'est difficile. Fait que faut réfléchir à ça, mais concrètement, le changement de culture est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au cas par cas. Intégrer les équipes, ça serait quelque chose de très très important, surtout quand il y a des équipes de IT et OT. J'ai déjà vu des situations où il y avait des énormes silos entre les équipes de IT qui géraient leurs affaires, les équipes de OT qui géraient la production de leur côté juste pour la sécurité humaine, puis personne ne se parlait entre eux. Puis c'était constamment des petites guerres d'équipes ou entre qui va avoir tel budget, qui va avoir l'accès à tel équipement, etc. Je dis pas que forcément c'est possible d'intégrer ces deux équipes en même temps, mais au moins d'avoir comme peut-être une structure unique au-dessus qui a quand même de la visibilité sur les deux, puis qui est capable de prendre des décisions rapidement en fonction de ce que les deux ramènent. Parce que souvent, ce qu'on voit à l'inverse, c'est un néant complet entre les deux. Si on a OT qui s'aperçoit, hein, il y a peut-être quelque chose de bizarre qui se passe là, personne va être au courant qu'il s'agit d'une intrusion parce que c'est pas leur domaine. Puis c'est ça, c'est aussi le problème, c'est que un autre argument qu'on entend, c'est on sait que notre sécurité physique c'est de la merde. Ok, on le sait, on accepte le risque. Non, je suis pas sûr que ces compagnies-là acceptent le risque réel. C'est pour ça que c'est important de s'assurer aussi qu'on puisse chiffrer correctement le risque d'une intrusion physique. Parce que si le risque d'une intrusion physique, c'est la compromission totale des données dans une compagnie dont la core business, c'est de vendre ces données-là, ou l'arrêt de la production, la destruction de la production, il pourrait y avoir un activiste qui s'introduit dans une usine pour détruire la production de cette usine-là, puis ça pourrait être très très simple, comme dans certains cas. Puis là, l'usine est à terre, puis peut-être que la business va devoir fermer. Est-ce que dans ce cas-là, on accepte le risque? Et puis c'est ça, c'est souvent on entend parler des gadgets. On a des gadgets technologiques, on a du biométrique, c'est super. La prochaine fois, je vais voir un truc parce que là c'était du biométrique avec du fingerprint, je sais que c'est le moins fiable de tous les biométriques, mais même quelque chose avec de l'iris, c'est malgré tout, je suis certain qu'à un moment donné, il va y avoir des moyens de bypasser ça, ne serait-ce que par la construction du bâtiment. J'ai vu une situation où on avait une porte avec un système de détection de face qui était là pour ouvrir la porte. Le concept, c'était que c'était juste une cloison qui protégeait.
Fait que techniquement, quelqu'un avec un gros marteau pourrait juste défoncer la cloison et passer à travers. Avec ce genre de situation-là, c'est toujours la raison pour laquelle il faut faire plus attention au processus qu'à la technologie. Parce que la technologie, c'est bien, mais si vous pensez que vous allez économiser en virant toutes vos équipes de garde, de sécurité physique, etc., puis les remplacer par des gadgets, ça va marcher juste pour 1% des situations. Et des tests réguliers, c'est important aussi là. C'est malgré toute la préparation qu'on peut avoir, on va jamais vraiment savoir qu'est-ce qui peut arriver tant qu'on ne les sait pas. Ok. Et justement, on arrive à la période des questions. C'est son Allô? premier temps, tout le monde, on félicite. Je peux prendre. Il y a un micro sans fil sur la table. Ouais. Pour que tout le monde comprenne bien. Il y en a un dans la salle aussi. Ouais. Juste ouvrir la switch, Patrick. Allô? Test. Ouais. Il y avait une question? Ouais. Tu peux parler un peu plus de quand tu t'es fait arrêter? Je suis curieux. Merde. Je pensais que T'as trop parlé. Là. j'allais pouvoir éviter de parler de ça. Ouais, en fait, quand je me suis fait arrêter, c'est justement dans le cas où les processus ont finalement été bien respectés. Fait que c'était le cas d'une situation où c'était une entreprise qui était dans un centre dédié. Fait que vraiment, ils étaient à part. Ils avaient leur propre, ils avaient une équipe de tierces parties qui faisait leur sécurité physique. Ils avaient des caméras, ils avaient des senseurs de détection de mouvement, ils avaient plusieurs niveaux de périmètre. Ils avaient un périmètre externe, un périmètre interne aussi pour leur salle de serveur. Fait que le but, c'était de rentrer dans leur salle de serveur, donc passer 2 périmètres. Puis j'ai réussi à passer le premier périmètre avec toujours la même histoire du technicien, avec le banc de commande, le banc de travail, là, puis appel téléphonique à quelqu'un de l'équipe qui bullshit complètement, qui se fait passer pour quelqu'un de l'équipe. Fait que le garde à l'entrée était complètement convaincu que j'étais qui je disais que j'étais. Puis il m'a mené jusqu'à l'entrée de la salle des serveurs, qui, j'avais pas prévu ça, était gardé par un autre garde qui, lui, voulait absolument pas me laisser rentrer. Je suis désolé, je sais que c'est tard le soir, ouais, il est 23h, mais non, désolé, t'as pas les bons creds, j'ai pas reçu les bonnes, les bons contacts des bonnes personnes pour te faire entrer, puis il faut absolument que tu sois accompagné pour entrer dans la salle des serveurs, fait que je peux pas te laisser entrer. Ok, fait que je ressors, puis là, on escalade le processus, fait qu'on fait des appels à du monde, on fait réveiller du monde, extrait pour essayer de pousser jusqu'au bout. On aurait pu s'arrêter là, puis dire, ok, bon, c'est trop risqué, on s'en va, mais on a voulu tester jusqu'au bout. Fait qu'on a élevé le processus, puis ils ont fini par réveiller du monde à 300 km de là, pour leur dire, bon, il faudrait que tu ailles escorter ce gars-là là, dans la salle des serveurs. Et que le mec s'est réveillé, puis probablement parce que c'était à 300 km, il a réfléchi 2 secondes, il s'est dit, est-ce qu'on sait exactement qui c'est ce gars? Et ils se sont dit, on va quand même vérifier son identité d'abord, et qu'on va appeler la police pour vérifier son identité. Simple. Fait que moi, j'ai eu essentiellement la police qui est venue pour vérifier mon identité, qui sont rentrés avec la main sur le gun directement en me regardant d'un air complètement suspicieux, genre. T'es un technicien TELUS, toi? Ah ouais? Tes pantalons, ils sont vraiment très récents, là. Ça fait juste, tu viens juste de commencer? Ton casque, il est à peine bosselé. C'est bizarre, ça. T'as pas beaucoup d'étiquettes sur ton casque. Ah ouais. Fait qu'au bout d'un moment, j'ai essayé pendant 2 minutes de les bullshiter, puis je me suis dit, oh, trop risqué. Fait que j'ai sorti ma lettre, puis il y avait 2 noms là-dessus. Le garde de sécurité voulait toujours pas me croire. Il était probablement vexé aussi de s'être fait avoir, fait qu'il voulait toujours pas me croire. Fait que ils ont appelé le premier numéro, et le premier numéro a répondu que il me connaissait pas. True story. Fait que là, je me retrouve devant 2 policiers qui me regardent d'un air bizarre,
puis avec le mec qui est sur mon papier de Get Out of Jail qui me dit qu'il me connaît pas. Heureusement, il y en avait un deuxième, fait qu'ils ont quand même dit bon, on va appeler le deuxième, hein, tant qu'à faire, sinon tu passes la nuit au poste. Et ils ont appelé le deuxième, et le deuxième était correct. Il était au courant que ça se passait, fait que finalement il leur a dit ouais c'est normal, c'est bien quelqu'un de cette compagnie-là qui est censé faire des tests, etc. Voilà. Heureusement, ça s'est bien passé. Ils m'ont quand même raccompagné en voiture, donc j'ai fait un trajet à l'arrière. Mais j'ai évité de passer une nuit au poste, c'est quand même déjà quelque chose. D'autres questions? Merci. Oui, au fond? As-tu déjà rencontré, as-tu déjà rencontré une entreprise qui avait une bonne sécurité physique? Puis une corollaire à cette question-là, comment on peut encourager les dirigeants d'une entreprise à instaurer une bonne culture qui incite à une bonne sécurité? C'est une très bonne question, je dirais. Est-ce que j'ai déjà rencontré une compagnie qui avait une bonne sécurité physique? Je pense que l'exemple que je viens de citer était quand même assez correct, même si il y aurait probablement eu d'autres manières qu'on aurait pu essayer de bypasser ça. Des compagnies qu'on a vraiment jamais réussi à infiltrer, à date, non, jamais. Oui. Ok. Ouais, mais c'est ça. Pour des dirigeants de compagnie, en fait, je pense que le problème, c'est la réalisation. C'est le concept que c'est quelque chose qui est en dehors de leur champ de vision. C'est la sécurité physique, c'est quelque chose dont ils s'en occupent pas. Ils ont même pas d'expérience là-dedans, ou même la plupart du temps, leur demande de dealer avec des gens qui sont pas du tout de leur milieu, qui connaissent pas, fait que la plupart du temps, c'est juste ils le voient pas. Et je pense que la meilleure manière pour essayer de faire prendre conscience de ça, ce serait de faire justement des exercices d'intrusion physique qui sont quand même quelque chose qui marque. J'ai remarqué qu'il y a deux choses qui marquent les exécutifs. C'est toutes les histoires d'ingénierie sociale, parce que c'est facile à comprendre. Puis aussi l'intrusion physique, parce que ça fait peur. Si quelqu'un te montre que tu peux rentrer dans ton entreprise, voler complètement tout, puis les mettre à nu, ça fait peur. Fait que je dirais que c'est peut-être encore, la thérapie choc, c'est peut-être encore le meilleur moyen. D'autres questions? Et Oui. pour les portes qui sortent avec les cartes à rapide, etc., souvent les gens vont mettre de l'autre côté Oui. C'est ça que c'est avec les cartes à rapide, tout ça. De l'autre côté, ils mettent toujours souvent un T-Rex ascenseur pour débarrer la porte par proximité. Un quoi? Un T-Rex, un engin T-Rex pour. Ah oui. Ça, Oui, c'est. oui. OK. Ouais. C'est une Oui, bonne- c'est ça. En fait, il y a effectivement des protections contre ce genre de choses. Parce que là c'est un exemple où essentiellement, n'importe qui peut sortir sans avoir à pousser quoi que ce soit. Mais il y a justement des systèmes avec des boutons push to open, au moins pour pouvoir contrôler que n'importe qui puisse pas rentrer simplement par la porte. Il y a ça, il y a effectivement des T-Rex qui Parce font que vous ça. avez fait des attaques de ceux qui n'avaient pas ces boutons-là, par exemple, prendre un tapis en dessous pour l'activer. Ouais. Ça marche c'est quand même assez Ah bien. oui, avec le détecteur de mouvement en fait qui active. Ouais, ça c'est encore autre chose effectivement. C'est juste en passant un cintre ou une feuille de papier. Dans le cas où on a des portes, en fait c'est un autre bypass là. C'est dans le cas où on a des portes qui sont verrouillées puis que on ne peut pas ouvrir si jamais on est en fait à l'extérieur, même si on actionne la poignée de l'extérieur. Il peut y avoir des systèmes comme ça qui sont contrôlés par détecteur de mouvement. C'est-à-dire que c'est quand les personnes s'approchent pour sortir que ça débloque le mécanisme. Dans ce cas-là, ce genre de choses, ça peut se bypasser avec juste un petit quelque chose qui active le détecteur de mouvement. Donc, ça peut être un cintre ou ça peut être une feuille de papier. Des fois, ça va être par la température, la variation de température. Donc, dans ce cas-là, avec une bouteille d'air comprimé, avec l'air comprimé qui est assez froid d'habitude, on peut juste faire passer le truc par-dessous, faire un peu de pression, puis ça fait varier la température et ça active le détecteur de mouvement.
Oh. Ben, merci.